Yo, les fans mancuniens. Du coup, ça date qu'on s'est pas vu parce que j'étais parti en vacances et c'était un départ assez urgent, assez rapide. Donc, j'ai pas eu le temps de faire une vidéo pour vous prévenir que j'allais m'absenter. Donc voilà, ça fait une semaine que j'ai pas sorti de vidéo, mais maintenant, pas d'inquiétude, je suis là et ça va continuer à faire des vidéos. Du coup, ne vous inquiétez pas, c'était juste, je devais juste partir voir quelqu'un dans le sud. Donc voilà. Donc vous l'aurez compris, dans cette vidéo aussi, nous allons parler des rumeurs, des informations du club, ce qui s'est passé cette semaine où j'étais pas là. Donc voilà. L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Donc comme je l'ai dit, on va parler de rumeurs mercato dans cette vidéo. On va parler de news en général. Sur ce, abonnez-vous, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, bon visionnage à vous. Mes fans mancuniens, bonjour à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, comme je l'ai dit en introduction, je devais partir voir quelqu'un dans le sud. Et c'était assez urgent et j'ai direct en profité aussi pour faire une petite pause, une mini vacance on va dire. Donc, j'ai pas eu le temps de sélectionner vos commentaires, je les ai vus, mais aussi il faut savoir aussi le concept, c'est que il y a quand même une semaine qui est passée, donc voilà. Mais à partir de cette vidéo, je vais sélectionner les commentaires pour le prochain vidéo et on va en discuter. Sur ce, l'équipe, nous allons direct passer sur le premier rumeur du jour. Donc, le premier rumeur du jour, ça concerne Victor Gyökeres. On apprend aujourd'hui que un potentiel rencontre entre les deux joueurs à Manchester United, enfin entre le coach Ruben Amorim et Gyökeres à Manchester United, c'est quasiment impossible. Pourquoi? Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que Gyökeres veut une équipe qui joue la LDC, la Ligue des Champions. Donc vous allez me dire oui mais c'est pas grave parce que il suffit juste que Manchester United gagne le Europa League pour que Manchester United joue la Ligue des Champions. Oui c'est vrai, mais il y a l'autre condition, c'est que Manchester United ne veut pas acheter le joueur aussi dû à son âge. Il va quand même avoir 27 ans. Et on le connaît tous, le nouveau manière de recruter de Manchester United. Manchester United vise plutôt des jeunes joueurs. Donc c'est dommage, c'est un attaquant confirmé, c'est un attaquant complet. Mais là, on nous apprend que potentiellement Manchester United n'irait pas chercher le joueur à cause de son âge. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Donc, on va se rabattre sur qui alors? Il y a des rumeurs qui circulent, comme Samu de Porto, 20 ans, un profil jugé idéal pour Manchester United. Il est jeune, il a beaucoup d'intensité, donc voilà, il y a des noms qui circulent, des noms beaucoup plus jeunes que Gyökeres. Donc j'imagine aussi que le cas Osimhen, c'est dans ce cas-là aussi, parce que Osimhen, c'est quand même aussi, il a quand même de l'âge. Pourtant, ce que j'ai vu cette semaine aussi, c'est que Jim Ratcliffe, il est intéressé par Harry Kane. Et Harry Kane, certes, il a une clause libératoire de 63 millions de livres, mais c'est un joueur qui a quand même 31 ans. Donc, est-ce que c'est juste des bobards ou bien est-ce que c'est ce qui est vraiment en train de penser Manchester United? Je sais pas.
plus que vous pour le moment. Mais si j'ai des informations, j'hésiterai pas à vous faire des retours. Comme d'habitude, l'équipe, vous me connaissez maintenant. Sur ce, on passe direct à la deuxième. Là, on nous apprend aussi que Manchester United suit de très près le développement de Matheus Cunha. Il dispose d'une clause libératoire d'une valeur d'un peu plus de 60 millions de livres sterling cet été, qui prendra effet à partir de juin. Matheus Cunha, vous savez, c'est ce genre de joueur sous-coté, comme l'attaquant de Bournemouth, comment il s'appelle, Kluivert. C'est des attaquants qui fait mal en première ligue, qui sont bons cette saison, mais vous savez, on entend très peu parler de ces joueurs-là. Pourtant, ils sont bons. Donc, si ce joueur-là, il vient à Manchester United, je trouve que c'est intéressant. Le profil du joueur, c'est intéressant et surtout, il pourrait jouer sur ce positionnement de 10. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce piste-là, mais moi, je trouve ce piste-là ultra intéressant. N'hésitez pas à l'écrire, à me dire vos avis dans les commentaires. J'hésite pas à lire vos commentaires, ça me fait toujours plaisir de les lire. Sur ce, on passe à la suite. Là, c'est une très très mauvaise nouvelle, encore une fois. Dan Gore, qu'on a prêté au mois de janvier à Rotterdam United, il s'est blessé pour certes quelques semaines, mais il s'est blessé au pied. Ce joueur-là, les gars, il commence quand même à enchaîner des blessures. Et je trouve que c'est ces blessures-là qu'il freine un peu dans sa progression pour intégrer l'équipe première. À chaque fois qu'il est tout proche de rejoindre l'équipe première, il se blesse. À chaque fois qu'il est prêté, il se blesse. C'est un joueur que j'adore. C'est un joueur que je veux voir dans l'équipe première. Mais il commence à se blesser un peu beaucoup à mon goût. Donc voilà. Sur ce, on passe aussi à cette piste-là. Liam Delap est une cible de Manchester United cet été. Ce piste-là, ça devient de plus en plus sérieux. Je vous ai parlé de profils jeunes recherchés par Ineos, la nouvelle direction de Manchester United. Et j'ai parlé de Samo tout à l'heure, mais il y a ce joueur-là aussi qui rentre dans cette catégorie de profils recherchés par Manchester United. Maintenant, à voir si le joueur il est intéressé pour nous rejoindre ou pas. Donc, encore une fois, c'est un joueur que j'aime bien. Hein. À chaque fois que j'ai eu l'occasion de l'observer cette saison, il était plutôt bien, il était plutôt fort, il était plutôt solide dans ses appuis, dans ses appels de balle. C'est un joueur puissant, c'est un joueur qui n'hésite pas à appeler la balle en profondeur. C'est un renard de surface, donc pourquoi pas. Et là, il y a une information qui est sortie aujourd'hui, comme quoi Sir Jim Ratcliffe et Ineos prévoient de procéder à plus de 100 licenciements supplémentaires à Manchester United. Comment vous dire ça? C'est du déjà vu. C'est du déjà vu. Très bien, vous voulez licencier des personnes pour des raisons économiques, pour faire de l'économie. Très bien, mais on ne voit pas le résultat. On nous parle toujours que Manchester United a des problèmes financiers. Ineos, pourquoi vous êtes venu à Manchester United si vous n'avez pas de sous? Ça, c'est l'éternelle question que je me pose, les gars. Licencier telle personne. Et là, on nous apprend encore licenciement de 100 personnes supplémentaires. Mais très bien, encore une fois, c'est ce que j'ai dit, très bien. Mais ça va nous servir à quoi? On voit pas le résultat. Pendant le mercato de janvier, on a dépensé à peine 40 millions de livres pour 2 joueurs et on nous parle toujours de problèmes financiers. Moi, Ineos, les gars, ça commence sérieusement. Je commence sérieusement à me poser des questions sur eux. Sérieusement, quoi. Donc, là, on nous apprend aussi que Patrick Dorgu devrait être principalement utilisé à l'avenir comme arrière gauche plutôt qu'à droite. Oui, c'est la question que je me suis posée à Amorim pendant le match face à Leicester.
Encore une fois, j'ai pas eu le temps de faire une vidéo pour ce match-là, mais j'ai regardé le rediffusion du match. C'était hier que je l'ai regardé. Et j'étais étonné de voir Patrick Dorgu jouer à droite. Diogo Dalot, c'était pas son poste de prédilection à droite. Pourquoi il a joué à gauche? Mais ça, c'est l'éternelle question que je me pose tout le temps aussi. J'espère bien voir Dorgu à gauche à partir du prochain match. Et voir un Diogo Dalot à droite. Non, mais ça là, c'est bidouiller des choses comme ça. Fait jouer les joueurs à ses postes de prédilection. T'as un Diogo Dalot qui est à l'aise à droite, t'as un Dorgu qui est à l'aise à gauche. Pourquoi tu cherches à alterner? Pour le moment, j'ai pas d'informations pourquoi, du comment, pourquoi Ruben Amorim il a fait ce choix-là. J'ai pas fait mes recherches dessus, mais je vais me renseigner dessus et j'espère trouver des réponses sur cela, les gars. Parce que ça, c'est la question que je me suis posée. Donc, là, on nous apprend aussi que la Juventus a demandé à Joshua Zirkzee en prêt avec option d'achat en janvier. Mais Manchester United et le joueur ont tous les deux rejeté l'approche. J'ai envie de vous dire, logiquement, parce que Manchester United n'avait pas prévu d'acheter un attaquant pendant le mercato. C'était que des bobards. Et en plus, ça s'est confirmé parce qu'il y avait personne qui est venu. On prépare une offre pour un grand attaquant pour l'été prochain, l'été 2025. Donc, on a déjà perdu 2 attaquants, Rashford, Anthony, en janvier. On les a pas remplacés. Si en plus on devait perdre Zirkzee, moi j'aurais dit catastrophe. Donc, encore une fois, oui, vaut mieux le garder, finir la saison avec lui et chercher quelqu'un, chercher un joueur. Si on fait venir un numéro 9, soit Olun, soit Zirkzee, à ce moment-là, peut partir. C'est mon avis là-dessus. Donc, hier, il y avait le match des petits jeunes de l'académie face à Chelsea, où on a vu un masterclass de Obi Shido, c'est-à-dire un triplé. Et d'ailleurs, ce triplé-là, c'est pas plutôt un message qu'il veut envoyer, qu'il veut rejoindre l'équipe première. Mais en tout cas, il a posté un truc sur Instagram. J'adore ce club. Et ça, j'ai vraiment aimé. Et s'il te plaît, Ruben Amorim, il est temps pour ce gamin de rejoindre l'équipe pro, l'équipe A. Je pense qu'il est prêt pour jouer en équipe première, pour poursuivre son développement, pour avoir quelques minutes par-ci, par-là. Je pense qu'il est temps de le lancer parce qu'on est dans une période où nos attaquants n'y arrivent pas, clairement. Donc, c'est dans cette période-là qu'il faut tenter quelque chose de nouveau, qu'il faut apporter quelque chose de nouveau. Et pourquoi pas Shido Martin. En tout cas, moi, je suis hypé pour ce gars-là, pour qu'il rejoigne l'équipe 1, les gars. C'est un très très bon joueur. Et je suis très très content d'avoir piqué ce joueur-là à Arsenal. De toute façon, Arsenal, c'est notre 2e académie, les gars. Donc, voilà. Donc, on nous apprend, certains joueurs de Manchester United ne sont pas satisfaits de la formation de Ruben Amorim. Voyons, la blague du siècle. Je vais vous dire une chose, les gars. Vous voyez, dans cette formation de Ruben Amorim, j'ai eu le temps de l'analyser, de me faire une avis dessus. J'ai regardé quelques matchs du Sporting de Ruben Amorim. Et en fait, je comprends comment il veut jouer. Et je vais vous donner un exemple. Ça sera court, hein, ça sera bref. La manière de jouer de Ruben Amorim, ça se repose sur l'apport des pistons. C'est-à-dire,
il va chercher à sortir la balle proprement. Les deux milieux de terrain, ils vont décaler les pistons en profondeur. Ces pistons-là, ils vont chercher à envoyer des centres dans la surface. Et les trois attaquants, c'est-à-dire le 9 et les 2-10, il faut qu'ils se retrouvent dans la surface de réparation pour récupérer ces centres-là. Et à l'entrée de la surface, ça sera du coup les deux milieux de terrain, le double pivot qui doit être présent pour des frappes lointaines. Grosso modo, c'est ça le jeu de Ruben Amorim. Donc, maintenant, certes, si Manchester United possède deux pistons avec beaucoup de, je cherche le mot, intensité sur les couloirs, qui est intelligent, qui est véloce, qui est rapide, etc. Le profil idéal sur les couloirs, cette équipe de Manchester United va être beaucoup plus forte. C'était pas le cas jusqu'à maintenant. Certes, maintenant on a Dorgu, mais je pense que l'été prochain, avec potentiellement l'arrivée de Kwanda sur le côté droit, on va avoir ces deux pistons avec beaucoup d'intensité. D'ailleurs, Patrick Dorgu, il a parlé de ça. Ce que je peux apporter dans ce club, il disait, c'est l'intensité et des courses. Donc, je pense que la base du jeu de Ruben Amorim, déjà, ça passe par les pistons. Après, il y a le 9 qui a aussi un rôle important dans l'équipe. Parce que des fois, on va chercher à lancer le 9 soit en profondeur, soit en tant que pivot. Et ce 9-là, il doit être capable de dévier la balle sur les deux ailiers, sur les deux 10 ou bien sur les deux pistons pour que eux, ils vont dévorer l'espace. Grosso modo, c'était ça qu'il était capable de faire Gyökeres. Et du coup, c'était ça son rôle. Et évidemment, pour marquer des buts aussi. Mais aussi, l'autre chose à savoir, c'est que les doubles pivots du milieu du terrain, c'est quelque chose d'important dans le jeu d'Amorim. Parce que si un de ces deux joueurs-là s'absente du milieu de terrain, il va y avoir qu'un seul joueur contre trois adverses, trois milieux de terrain. Donc, il faut deux joueurs complémentaires. C'est-à-dire que on doit avoir un 6 pur et dur comme Ugarte, parce que moi je dis encore une fois, c'est pas Ugarte le problème dans ce milieu de terrain, c'est mon avis là-dessus. Ugarte, c'est la clé de Ruben Amorim dans ses tâches défensives. Mais c'est l'autre gars à côté de lui, c'est-à-dire le numéro 8, il doit être complémentaire avec Ugarte. Le numéro 8 aussi, il doit être bon défensivement, c'est-à-dire il doit être aussi capable d'être un numéro 6, il doit être un 8, mais il doit être un 10. Il doit être, en gros, c'est le moteur du jeu. C'est comme ça que moi, je vois le jeu de Ruben Amorim. Donc, je vais vous citer un profil idéal pour être à côté de Ugarte. Je pense que un joueur comme Fede Valverde du Real Madrid, c'est le profil complémentaire dans ce double pivot. C'est un gars qui est bon en tant que 6, qui est capable d'apporter offensivement et qui a des grosses frappes à l'entrée de la surface adverse. Et c'est ce genre de joueur qu'on a besoin dans ce double pivot-là. Un joueur qui est capable d'être physique, mais en même temps technique, à côté de Ugarte qui va faire l'essuie-glace entre défense et le milieu. Mais si on n'a pas ce genre de joueur-là, certes, on peut avoir un joueur technique comme Bruno Fernandes, mais s'il n'est pas capable de défendre, de récupérer des balles aussi, et d'être complémentaire avec Ugarte, ben on va avoir des trous dans le milieu de terrain. Parce qu'on le voit ça, des fois Bruno il va monter trop haute, et du coup ça laisse Ugarte seul dans le milieu du terrain. Vous voyez ce que je veux dire? Un joueur comme Fede Valverde, je pense, c'est le profil complémentaire. Et après, on nous parle beaucoup du profil de Henderson de Atalanta. C'est un joueur que je connais pas. Je regarde pas beaucoup de matchs de Serie A, les gars. Soyons honnêtes. Mais on me disait c'était un profil comme Frenkie de Jong ou comme Rodri. Si c'est des profils comme ces deux joueurs-là, ça peut être des joueurs complémentaires à Ugarte. Donc, c'est ça en fait le point clé de notre équipe. Ce qui nous manque vraiment pour être une grosse équipe, c'est un 9, un autre piston, c'est-à-dire le piston droit, et un 8. Honnêtement, c'est ces trois postes-là. Donc voilà, ça c'est mon analyse du formation, de ce que je vois, de ce qu'il fait à Amorim, de ce qu'il veut mettre en place. J'ai regardé comment il jouait avec le Sporting.
et comment il veut mettre en place des choses à Manchester United. Et ça, c'est les trucs que j'ai remarqué. C'est ça l'Amorim Ball. Il faut savoir une chose, les gars. Ruben Amorim, c'est pas un coach qui a révolutionné le football. C'est un coach qui est parti d'une formation qui existait déjà et qui l'a ajusté à sa manière, à sa sauce. C'est ce qui fait de lui un des coachs les plus prometteurs. C'est un coach qui a des idées, une philosophie de jeu. Donc voilà. Et maintenant, on nous apprend que certains joueurs n'est pas contents, n'est pas satisfaits de ce formation-là. Ben, évidemment, parce que si ces joueurs-là, je prends l'exemple de Fernandez qui n'a pas ce profil-là, si Anderson ou Fede Valverde, exemple, vient demain, il va perdre sa place. Évidemment qu'il va pas être content. Il veut jouer dans un système où il doit être à l'aise. C'est ça le problème de Manchester United jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est que les joueurs, ils se croient au-dessus du club, au-dessus du coach. Si vous n'êtes pas satisfait, faites votre bagage. Ciao. On va chercher des profils qui est adapté à ton style de jeu. On t'a recruté pour cela. Voilà, c'est mon avis les gars, encore une fois, on va passer à autre chose. Donc, là, on nous apprend le transfert de Giovanni Quenda à Manchester United cet été est déjà une affaire conclue pour 50 millions de livres sterling. Aucun autre club ne peut entrer dans la course. C'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que là, potentiellement, on tient notre piston droit. Donc, encore une fois, c'est un joueur qui va nous apporter beaucoup d'intensité, beaucoup de courses, mais aussi beaucoup de centres. Donc, là, les gars, c'est pour ça que moi, je vous dis, l'année prochaine, cette équipe de Manchester United, si on a Quenda en 8 et en 9, en plus, cette équipe de Manchester United peut faire mal à n'importe qui. Essayons de survivre cette année au maximum et l'année prochaine, c'est la vengeance. Moi, je vous le dis, les gars. En tout cas, très très content de cette nouvelle-là. Pour 50 millions, sachant que le joueur, on nous l'a annoncé l'été dernier à plus de 100 millions. Donc, c'est plutôt bien négocié. De toute façon, je vois mal Ineos payer 100 millions. C'est des rats. Voilà. Voilà. On passe dans ces profils de numéro 9 qui intéressent beaucoup Manchester United. On nous apprend que Benjamin Sesto continue d'être suivi depuis que Manchester United a eu l'opportunité de le signer quand il était à Donzal. Le club a également suivi Liam Delap, ça je l'ai déjà dit cette saison, durant lequel il a montré le type de course agressif et la présence que Ruben Amorim cherche chez un avant-centre. United a également observé Brian Bemou la dernière fois à l'occasion de match contre Tottenham le 2 février. Donc voilà, ça encore une fois, Benjamin Sesto. À l'époque, je faisais pas encore de vidéo, mais à l'époque, Manchester United voulait ils ont même acheté Hollande, ils étaient intéressés par Benjamin Sesto. Mais ils ont préféré Hollande. Pourtant, moi j'ai toujours dit Benjamin Sesto, il est tellement prometteur, il est tellement bien, il est tellement vif. C'est le profil idéal selon moi. Mais encore une fois, c'est un attaquant qui n'a pas prouvé. Et ça me gêne beaucoup. Moi, je veux un 9, les gars, qui a prouvé, un 9 de classe mondiale, style Osimhen, Gyökeres, ou bien, j'allais dire Harry Kane, mais non. Voilà. Donc, Manchester United a battu Leicester dans un match de FA Cup. Un match, selon moi, qui a été volé. Mais pour une fois que c'est nous qui volons. Donc, no comment. Parce que le dernier but, le but de Maguire, selon moi, il avait hors-jeu. Mais c'est pas grave. De toute façon, on a trop l'habitude de nous voler, les gars. Donc, pour une fois que nous volons quelqu'un, c'est pas grave, les gars. C'est pas grave. Bref, maintenant, voici les affiches des huitièmes de finale de la FA Cup. Comme vous pouvez le voir dans cette affiche, il n'y a ni Liverpool, ni Chelsea, ni Arsenal.
Donc, certains fans sur les réseaux commencent déjà à s'agiter, et comme quoi Manchester United va potentiellement remporter la FA Cup et l'Europa League. Les gars, avec cette équipe de Manchester United, on ne sait pas ce qui va se passer. Vous pensez que c'est une affiche facile qu'on a là, Manchester United Fulham? Ça s'annonce compliqué, hein, parce que les matchs qu'on a eu contre Fulham, c'est toujours compliqué. Voilà. Donc, les seuls gros, on va dire, qui sont présents pour cette affiche de huitième de finale, Man City, il y a Newcastle, Aston Villa. Après, il y a Nottingham Forest, il me semble. Mais il ne faut pas sous-estimer, certes, Arsenal, Chelsea et Liverpool sont plus là. Mais ça ne veut pas autant dire que Manchester United peut la gagner. Voilà. On ne sait jamais avec Manchester United, les gars. Moi, ça y est, je me prononce plus en disant on va la gagner, on va la gagner. Pas cette saison, en tout cas. Donc, ah là là, ça j'adore, les gars. J'adore. Je vais vous le lire. Il est à 474 buts de battre Messi en Liga. Il est à 312 buts de battre Ronaldo en Liga. Il est à 3 buts de marquer son premier triplé en Liga. Il était seulement à 1 but de marquer son premier but en Liga. Même pied que Lionel Messi. Même numéro de dossard que Cristiano Ronaldo. Même pays que Neymar. Même nombre de ballons d'or que Vinicius. Anthony a été élu MVP pour son premier match en Liga. Les choses sérieuses viennent de commencer. Le GOAT. Oh là là. Ça, les gars, c'est un pote à moi qui me l'a envoyé. Il m'a dit, vas-y, regarde ça et tout. Et je me suis tapé des barres dessus. Parce que là, en fait, il faut savoir une chose. Anthony, il a disputé 2 matchs avec le Betis Séville. Et sur les 2 matchs, et du coup, dernier match, là, il était buteur. Mais sur les 2 matchs, il était élu homme du match. Donc, il y a un gars sur les réseaux sociaux, il s'amuse à comparer du coup Anthony au GOAT. Et franchement, ça m'a fait rire parce que parce que en vrai, c'est vrai toutes ces infos là, mais l'humour, elle est tellement enfin, elle est tellement bien faite que ça devient drôle. Donc voilà. Encore une fois, je suis très très content d'avoir prêté Anthony et que il fait des bonnes performances en prêt, ça va augmenter son valeur et on pourrait facilement le vendre l'été prochain. Et il y a des gars qui commencent à dire sur les réseaux sociaux que c'est peut-être Manchester United le problème. Et certaines personnes disent non, mais les gars, Manchester United est le problème. Enfin, était le problème. Je m'explique. Vous savez, les gars, quand tu fais un recrutement, quand tu veux acheter un joueur, dans la logique des choses, c'est que tu regardes déjà dans ton équipe quel profil tu recherches. C'est ce qu'a fait Manchester United. Il nous faut des ailiers, il nous faut des attaquants, il nous faut des défenseurs. Très bien. Mais le problème maintenant, c'est que tu dois savoir comment Manchester United joue. Quel genre de profil je recherche. Je veux un ailier droit, par exemple. Oui, mais un profil dribbleur, un profil centreur, un profil provocateur. Il y a différents types de ailiers. Il y a d'autres ailiers qui est plutôt bon dans les tiki-taka. Il y a d'autres qui est plutôt bon dans les contre-attaques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est là que je dis que c'est la faute à Manchester United. Parce que on voulait un joueur, on regarde qui est sur un marché, on regarde quelle équipe est dessus. Ah tiens, il y a le Barça, il y a le Real dessus. Comme par exemple Jadon Sancho.
sans se poser la question, est-ce que ce joueur-là va s'adapter à mon équipe, à Manchester United? Donc oui, le problème vient de Manchester United, selon moi. Parce qu'ils ont mal choisi les profils. Vous voyez? Par exemple, Anthony, chez nous, il n'y arrive pas. Pourtant, Betis Séville, il y arrive. Pourquoi? Parce que son profil n'est pas adapté au style de jeu proposé par Manchester United. Tout simplement. Le foot, vous savez, s'il suffit juste de bien analyser, de bien faire leur mercato. Brighton, c'est une équipe qui gère bien leur mercato, par exemple. Pourquoi? Parce qu'ils ciblent bien les joueurs qu'ils veulent. Moi, là, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un profil qui ira bien dans ce double pivot, Fede Valverde. Vous voyez? Pourquoi? Parce que j'ai analysé comment joue Manchester United, quel genre de profil nous cherchons vraiment. Et là, je peux dire avec précision, c'est tel type de joueur. Et je sais que si Fede Valverde vient à Manchester United pour jouer dans ce double pivot, je sais qu'il va percer. Je sais qu'il va faire du dinguerie. C'est quasiment impossible, les gars. Mais c'est ça, il faut cibler des profils adaptés à ton jeu. C'est pas des profils parce que l'attaquant, il a le cote en ce moment. Non, 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 non. Il a peut-être la cote, mais est-ce qu'il va s'adapter à ton style de jeu? C'est comme ça que je vois les choses. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Et après, on va finir avec ça. Vous savez tous que Rashford, il a posté un story sur Instagram en remerciant les supporters de Villa pour leur accueil, etc. Et du coup, il y a le guignol de Servus, Jadon Sancho, qui a posté, qui a commenté sur le truc en disant freedom, enfin liberté. Et là, il y a Marcus Rashford qui, voilà, il y a des sources qui en parlé. Des sources proches de Marcus Rashford ont indiqué qu'il n'apprécie pas d'être mêlé aux tensions entre Sancho et Manchester United. Rashford veut rester en bons termes avec le club et les supporters. Bravo, bravo. Ça, j'ai aimé ça. Et j'espère que ça te servira de leçon, Sancho. Déjà, mêle-toi de tes histoires. Avec Chelsea, tu fais pas grand-chose et tu commences à parler, à blablater. Occupe-toi de tes problèmes. T'es un joueur de Manchester United encore. T'es pas encore officiellement un joueur de Chelsea. Donc ferme-la. Un peu de respect, s'il te plaît. Voilà. Voilà les gars, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Sur ce, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à le bombarder les gars. Surtout aussi, si vous êtes toujours là, présent jusqu'à maintenant, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ça me fait toujours du bien. Et ça me motive encore plus à travailler. Donc voilà. Sur ce, l'équipe, prenez soin de vous. Ciao, ciao.